Salut dans le hall, salut Tundut, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc je reviens sur sur la civilisation rigvédique. J'avais dit que je reviendrais de temps en temps au fur et à mesure que j'approfondis mes connaissances. Bon, alors la première chose, c'est que si on veut absolument comprendre le Rig Veda ou comprendre la civilisation de l'Indus, la civilisation de l'Indus Sarasvati, séparément, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Hein, on ne peut pas. Hein, ce sont des choses qui sont fortement liées. La durée du Rig Veda est d'environ 2000 ans, voire peut-être beaucoup plus. La civilisation de l'Indus est d'une durée de 1500 ans. La civilisation urbaine, hein, c'est-à-dire que la civilisation de l'Indus, ce sont des villes, ce sont des grandes villes avec des murailles, avec des rues, avec des maisons, enfin, etc., hein, une civilisation, quoi. Et que dans le Rig Veda, on ne parle pas de maisons, on peut parler de murailles, ça dépend un peu comment on interprète les choses, les mots, mais c'est pas... dans le Rig Veda, on ne décrit pas des villes, hein, c'est clair. Néanmoins, ça se passe au même endroit pendant à peu près la même période. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. Déjà, il faut penser qu'il y a eu une évolution. Hein. Une évolution qui a commencé, donc je vous dis à peu près, il y a 6000 ans, c'est-à-dire il y a 3929 ans ou 28, selon la façon de compter, et qui nous amène quasiment à moins 6000, si vous voulez. Donc il y a environ 6000 ans. Moins 4000, je veux dire, et ce qui nous amène à environ 6000 ans. Donc en plus de 2000 ans, les choses évoluent. Parce que si vous voulez faire une comparaison, on va prendre la civilisation occidentale, française si on veut, on va prendre celle-là. La civilisation française, on va la faire commencer avec les Romains et l'occupation romaine, donc elle aurait à peu près 2000 ans. Vous voyez, entre Vercingétorix et Emmanuel Macron, il s'est passé pas mal de choses, et on a inventé la télé, etc. Hein, voilà. Donc il se passe des choses, donc il faut avoir ça à l'esprit. C'est une civilisation qui a évolué. Dans toute civilisation, vous avez soit une religion, soit la spiritualité, soit un mélange des deux, parce que les groupes humains ne peuvent pas vivre sans spiritualité. Vous voyez, actuellement, tout le monde est parti à s'entretuer, parce que la spiritualité a quasiment disparu, enfin en Europe et tout ça, c'est plus qu'un souvenir. Dans d'autres pays du monde, d'autres parties du monde, même en Europe d'ailleurs, quand je dis Europe, ça compte les États-Unis et le Canada. Hein, c'est des Européens qui sont allés là-bas, donc pour moi je mets ça en même temps. Hein, tout ça c'est ce qu'on appelle les Occidentaux. Oui, alors, petite pause. Donc, le temps de récupérer mes idées. Là aussi, il y a le religieux revient. Le religieux revient en Occident, mais pas sous forme spirituelle si on va prendre par exemple la Bible,
c'est tous ceux qui reviennent comme ça, ils reviennent sur l'Ancien Testament. Hein, vous avez la Bible avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils reviennent avec l'Ancien Testament. Et le côté aimez-vous les uns les autres, etc., là, ça a disparu. Ça n'existe plus. Il y a aussi du renouveau religieux un peu partout dans les pays qui ont été opprimés par les Occidentaux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, plus les Occidentaux se prétendent des gens extrêmement bien, qui le fin fond de non pas le fin fond, la crème de l'humanité, le dessus du panier, en fait ce qui se fait mieux dans le monde, quand on détruit les cultures, quand on massacre les peuples, qu'on vole toutes les richesses et tout ça, les gens ont du mal à nous croire. Hein. Bon, alors, donc je reviens sur le fonctionnement. Donc je rappelle, hein, donc on voit il y a quand même une évolution. Et là, on va partir sur le Rig Veda et en le mettant toujours en relation avec ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, ce qui est la civilisation de l'Indus Sarasvati et qui est la civilisation rigvédique. L'archéologie, heureusement, elle est là et elle fait un bon travail, même si les archéologues ne veulent pas lire le Rig Veda pour voir s'il y a un rapport. Ah ben ça c'est les Occidentaux. Alors, la première chose qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de capitale. Vous regardez tous les documentaires que vous voulez sur la civilisation de l'Indus Sarasvati, vous pouvez lire tous les bouquins, je vous conseille Kenway, Bibilal, R.S. Rao, il y en a plein, hein, tout plein de gens qui ont réellement étudié ça, et ça continue. Il n'y a pas de capitale. Hein. Il n'y a pas de capitale. Il y a des grandes villes, mais il n'y a pas de capitale. Donc, apparemment, ce n'était pas centralisé. Alors ça, c'est quelque chose que les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre, parce que on est en plein ethnocentrisme. On pense que notre façon de fonctionner, notre façon de construire des sociétés est la seule qui vaille, que tout le reste c'est pas bon, que les gens sont à moitié sauvages, etc. Hein, qu'ils ne sont pas vraiment civilisés, alors que nous, on est la crème de la crème. Et on vend des armes partout pour que les gens puissent s'entretuer en toute tranquillité. Donc, il n'y a pas de capitale. Il n'y a pas de capitale. Par contre, il y a des grandes villes. Et on parle, dans le Rig Veda, on parle beaucoup de Raja. Beaucoup, pas énormément, mais on en parle. Alors, il y a plusieurs rois qui sont cités, dont deux qui vont devenir célèbres, c'est Divodasa et Sudasa, son petit-fils. Divodasa, c'est celui qui a lutté contre les Dasyus et puis les Dasa, qui étaient donc les gens qui ne pratiquaient pas leur spiritualité. Et ça peut nous amener peut-être assez loin dans le temps, parce que il y a eu des déplacements de population suite à des grandes sécheresses, etc. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de... Il y avait des villages, hein, évidemment, et les gens ne dormaient pas dehors dans la rue, sur les pelouses ou sur le désert. Donc il n'y avait pas de ville, mais la vie existait, il y avait un fonctionnement, il y avait une civilisation, il y avait des croyances, il y avait des règles, il y avait tout ça.
Alors, première chose, c'est qu'on a des rajas. Mais jamais le mot Maharaja n'arrive. Hein. Le Maha, ça veut dire le grand. Donc, le Maharaja, c'est le grand roi. Hein. Alors qu'un Raja, c'est un roi, on l'a traduit par roi, donc c'est une racine qui signifie régner, gérer, administrer, représenter, etc. Alors, la caste des dirigeants, les Rajanya, là, qui sera citée dans le 10e mandala, changera de nom plus tard et deviendra Kshatriya, où là, c'est la racine, c'est oppression, domination, suprématie, etc. Là, on n'est pas du tout là. Hein. Donc là, il n'y a pas de Maharaja. Donc il n'y a pas de grands types, et puis ceux qui ont un peu la tête qui gonfle comme ça, avec un ego terrible, non, il n'y a plus d'ego. N'oublions pas que dans cette civilisation, les gens buvaient le soma régulièrement, et même je suis en train de découvrir que peut-être que c'était beaucoup plus régulièrement qu'on pensait, beaucoup plus fréquent qu'on pensait. Mais donc tous les responsables de la société, les dirigeants, etc., font tout pour détruire leur ego. Hein, l'ego, c'est ce qui amène la cupidité, la violence, l'agressivité, l'avarice. Enfin, vous voyez, vous prenez tous les défauts, eh ben, c'est l'ego qui vous donne ça. Hein. Si vous tuez ou vous dissolvez votre ego, vous n'avez plus ça. Donc imaginez notre monde actuel, si tous les dirigeants et les responsables de toutes les sociétés de notre époque détruisaient leur ego, est-ce qu'on serait en train de s'entretuer partout? Est-ce qu'on serait en train de sombrer dans on ne sait pas, dans l'abîme là, parce qu'on y va tout droit. Hein. Est-ce que ce serait comme ça? Non. Ça, c'est sûr que non. À partir du moment où il n'y a plus d'ego, on a... Enfin bon, et puis alors, surtout pas de Maharaja. Il y avait des dirigeants, oui, bien sûr, qui n'avaient plus d'ego, ben, tant mieux. Et pas de capital, pas de centralisation. Donc notre vision de la société, donc une vision ethnocentrée, elle est propre à la nôtre et à notre époque, et à l'époque, à d'autres époques aussi, mais actuellement, là, quand on voit une civilisation, on essaye de comprendre en fonction de la nôtre. Hein. J'ai un bon ami là, avec qui j'échange de temps en temps, qui là, il me dit, il n'y a pas de problème, on va trouver un jour dans les ruines une ancienne capitale. C'est pas possible autrement. Ah si, c'était possible autrement. Voilà. Alors, donc c'est une civilisation non centralisée, et on peut voir alors est-ce que les Rajas étaient héréditaires ou pas? Ça, on ne sait pas, probablement, puisqu'il y a l'histoire de Divodasa et de Sudasa, donc le grand-père, bon, bah, oui, donc ça devait probablement être ça. Mais le Raja n'était pas seul à diriger. Il était flanqué d'un Purohita. Un Purohita, ça veut dire celui qui est placé devant. Hein, Purohita, ouais, bref. Ita, c'est placé, et Puro, c'est devant. Pura, je crois, avec une mutation. Donc, le Purohita, lui aussi, il buvait le soma. Donc, c'est pareil, il veillait bien à ce que le Raja, qui était placé derrière, puisque le premier, c'était le Purohita. Vous voyez, ils fonctionnaient tous les deux, mais il devait bien suivre le fonctionnement. Le fonctionnement de la société, donc faire des sacrifices, détruire son ego, et puis essayer de faire des choses intelligentes. Donc, alors, comment ça fonctionnait donc? L'archéologie nous l'a bien démontré, vous trouverez ça magnifiquement expliqué dans le bouquin de Kenoyer, hein, Kenoyer,
peut-être, pour la prononciation, je ne sais pas, qui explique bien ça, c'est que dans toutes les villes qui ont été fouillées, on trouve des quartiers qui sont différents les uns des autres. C'est pour ça qu'on dit que c'est un système communautaire. Parce que dans les statuettes, dans les petites représentations, dans les sceaux, enfin dans les artefacts qu'on a trouvés, les coiffures, par exemple, des individus ne sont pas les mêmes dans tel quartier que dans ce quartier-là que dans celui-là. Les bijoux ne sont pas les mêmes dans celui-là que dans celui-là. Il y a des quartiers d'artisans. On a retrouvé des restes d'ateliers et tout. Il y avait des quartiers de commerçants, il y avait des quartiers d'artisans. Donc voilà, c'était un fonctionnement communautaire, avec des gens dont les responsables, les riches, ceux qui ont du pouvoir, n'avaient pas d'ego, passaient leur temps à détruire leur ego. Donc ces gens-là devaient très probablement se réunir et choisir leur Raja ou servir le Raja, mais il y a une phrase dans le 10e mandala qui dit « Nous choisissons Indra comme le peuple choisit le roi ». Alors pas la ville, mais comme le peuple choisit le roi. Vous voyez, il y a probablement une forme de démocratie aussi. Bon, mais comme j'en ai trouvé qu'une, pour l'instant, on ne va pas tirer de conclusion, mais on ne l'oublie pas quand même. Donc, alors, comment ça fonctionnait pour choisir? Il n'y avait certainement pas d'élection, parce que ça, il y a bien un système d'une débilité ahurissante et totale et complète, c'est bien le système électoral au suffrage universel. Sur le papier, comme ça, c'est bien. Tous les hommes sont égaux. Le pauvre et le riche, la voix du riche n'est pas... D'accord, ok, bon, pas de problème. Pour ça, ouais. Par contre, la voix du dernier des crétins ou de celui qui tabasse sa femme le soir quand il rentre bourré ou qui viole ses gosses, ou ça a autant de voix que celui qui passe son temps à aller servir les pauvres, à aider les gens qui sont dans le besoin, ou qui se dévouent pour ceci ou pour cela. Les voix ont la même importance. C'est débile. En plus, quand on organise des élections, on a des candidats. On dit qui veut être candidat, qui veut être le roi, qui veut être le chef. Là, tous ceux qui ont un ego terrible, ils sont tous les premiers, ils se bousculent, ils sont prêts à tout pour ça. À tout pour ça, on voit ça. Et ils mentent comme des arracheurs de dents. Donc c'est un très mauvais système. Donc il y avait un autre système, on ne le connaît pas. Moi je pense qu'il y avait des conseils, genre conseil des anciens, conseil de ceci, des gens qui se réunissaient et qui discutaient en disant on pourrait peut-être fonctionner de telle manière, etc. Et on délègue tel et tel individu sans pouvoir de décision. Attention, il faut que ce soit quelqu'un qui représente et non pas qui décide pour les autres. À une sorte de conseil municipal, si vous voulez, à Mohenjo-Daro ou à Rakigai. Voilà. Et alors, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais alors comment ils ont fait pour avoir la même écriture, la même archéologie, le même urbanisme, pas l'archéologie, l'architecture, on voit bien qu'il y a eu une union, une unification de les poids et mesures, etc. Alors oui, pas de problème. Ça n'empêche pas les contacts entre les différentes villes. C'était pas des cités-États qui étaient séparées. Ils étaient tous animés par la même spiritualité et la même tournure d'esprit. Donc, ils devaient se rencontrer. Alors, j'ai une suggestion, parce que dans la tradition indienne, quand il y a des grands pèlerinages, ou comme la Kumbh Mela, par exemple, qui est le grand truc qui arrive tous les 12 ans à Allahabad, et autrement tous les 4 ans dans les 4 villes concernées,
tous les tous les anciens rois, tout ça, c'était avant que les Anglais et les musulmans arrivent. C'était quand à l'époque védique et puis au début du Vedanta. Les gens, tous les dirigeants se retrouvaient dans ces pèlerinages et avaient l'occasion de discuter et de s'organiser. Or, dans le Rig Veda, on nous parle d'une fête, d'une grande fête religieuse, si on peut, on va peut-être mettre ce mot-là, si vous voulez, qui s'appelait les Trikadruka. Les Trikadruka. Vous trouverez ça dans le texte du Rig Veda. Et cette réunion-là, ça devait être à cette occasion que tout le monde se retrouvait pour se mettre d'accord sur des trucs basiques comme les poids et mesures ou les tailles de briques et l'architecture en général. Et éventuellement d'autres sujets. Et comme c'était des gens qui n'avaient pas d'ego, qui n'avaient donc pas d'agressivité, qui ne cherchaient jamais la bagarre, la guerre, etc., qu'ils avaient connu avant. N'oublions pas, là on parle de la période urbaine qui a commencé donc il y a 5500 ans. Après donc une période rurale, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin où les gens n'avaient pas de ville, mais des villages, et puis où il y a eu des guerres, etc. Ça, c'est dans les hymnes à Indra, vous trouvez tout ça. Mais bon, et donc toute cette période-là, toute la période qu'il y a eu avant la période urbaine, c'est raconté dans les 7 premiers mandalas. Dans les 7 premiers mandalas, avec peut-être une petite exception pour le premier qui comprend aussi quelques hymnes de l'époque récente. Donc ces anciens mandalas qui racontent toutes ces histoires-là, c'était un peu l'équivalent pour nous de l'Ancien Testament. C'est pour ça que je peux vous parler de la Bible tout à l'heure. C'était un peu comme leur Ancien Testament. C'est-à-dire, ça racontait ce qui s'était passé avant la construction des villes, avant l'union de tous les peuples qui s'étaient fait la guerre, notamment la fameuse guerre des 10 rois, qui a permis à Soudas d'unir tout le monde, tous les Pourous, et les autres d'ailleurs, dans la confédération, et puis qui s'appelaient eux-mêmes les Aryas, donc les nobles. Donc ces réunions-là, ça devait avoir lieu à ce moment-là. Donc à la période urbaine, ça devait fonctionner comme ça. Donc avec des réunions à l'occasion des Trikadruka. Les Trikadruka, les 3 premiers jours sont les plus importants. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Bon, alors, c'est le fonctionnement en général. Le fonctionnement avant l'époque urbaine, ça devait être à peu près le même fonctionnement, avec des gens qui pratiquaient à peu près la même spiritualité, et puis ils étaient beaucoup moins nombreux, ils étaient à peu près tous dans le même coin, c'est-à-dire entre le Gange et l'Indus, et essentiellement sur la Sarasvati, la Rasa, la Paroshni, etc. Voilà, donc alors je vais résumer, un fonctionnement non centralisé, avec des dirigeants qui détruisaient leur ego pour pouvoir être des gens intéressants, et bien, il n'y avait pas de capital, donc aucune centralisation, probablement des conseils communautaires
qui choisissait des représentants pour envoyer envoyer chez le maire, à la mairie de Mohenjo-Daro. Voilà. Et puis, comme l'archéologie le démontre, hein, ça a été une période de paix et je veux dire de fraternité, j'en sais rien, mais de paix en tout cas, hein, puisqu'il n'y a pas d'armée, pas d'esclaves, pas de palais, pas de temple, hein, les sacrifices se faisaient en plein air, pas de temple, pas d'armée, pas d'esclaves, la femme n'était pas stigmatisée, il y avait peut-être un peu de polygamie chez les Rajas, peut-être, probablement même. Mais là, ça se passait bien. Vous voyez, c'était, on vous parle jamais d'exécution, de prison, jamais. Et on n'a pas trouvé. Hein, on n'a rien trouvé. Voilà. Donc, bon, ben, je reviendrai encore là-dessus à l'occasion, puisque là, je suis en train de d'éplucher tous les hymnes, shloka par shloka. Voilà, c'est du boulot. Et en fonction de ce que je vais trouver, je reviendrai vers vous pour en rajouter une petite couche. Allez, au revoir à tous, Kenavo Narlo, et à la prochaine. Ah, ça marche pas. Veux-tu t'arrêter?